mais on n'est pas loin. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés traditionnels? Alors qu'on a eu, nous, tous nos yeux rivés sur le marché crypto, mais il n'y avait pas que ça, quoi. Donc, dis-nous un petit peu. Ouais, alors en fait, il y a une décorrélation un petit peu maintenant entre le marché traditionnel et le marché crypto. On regarde plus du tout les mêmes choses. Comme tu dis, au marché crypto, on touche des nouveaux ATH toutes les heures. Sur les marchés traditionnels, on voit toujours cette disparité entre l'Europe et les US dont on parlait la semaine dernière. Mais alors cette fois-ci pour d'autres raisons. Donc là, le CAC 40 est sur des plus bas du mois d'août, alors que le Nasdaq et le Dow Jones sont tous les deux proches de leur plus haut historique. Pardon, ça nous rappelle ce que tu nous disais vendredi dernier. Alors, on ne va pas y revenir, évidemment, mais en tout cas, visiblement, ça se confirme. Est-ce que tu peux quand même peut-être nous donner quelques raisons qui expliquent la différence des deux marchés? Et effectivement, alors vendredi dernier, on parlait justement d'élection de Trump et de l'incidence que ça allait avoir pour l'Europe. Cette semaine, c'est surtout lié à la montée des tensions entre l'Ukraine et la Russie. En fait, petite surprise, en début de semaine, Joe Biden a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles américains de longue portée contre la Russie. Et puis, dès mardi, le premier missile a été tiré sur une ville russe. Ça a enchaîné. Mercredi, Vladimir Poutine a changé les règles pour autoriser des attaques nucléaires sur des pays non nucléaires, soutenus par des puissances nucléaires. Donc, petit clin d'œil à l'Ukraine. Et hier, la Russie a riposté avec un tout nouveau missile balistique. Donc, tous ces événements rendent le marché européen très nerveux, car en fait, ils sont en première ligne de cette guerre. Alors, j'aimerais qu'on s'attarde un peu là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est un sujet important. Hier, justement, j'ai posté là-dessus en disant pendant ce temps-là, l'Ukraine, pendant ce temps-là, l'Ukraine, la Russie a annoncé qu'elle était prête à attaquer quiconque armait l'Ukraine dans le but de viser le territoire russe. Et donc ça, pour le coup, c'est un changement de doctrine qui a déjà été entériné il y a quelques semaines. C'est pas nouveau. Sauf que là, effectivement, depuis que Biden a autorisé l'Ukraine à frapper le territoire russe avec les armes fournies par les États-Unis, eh bien, en réponse, la Russie a dit la guerre change de forme. Elle devient mondiale, puisqu'effectivement, ça n'est pas juste on fournit des armes à l'Ukraine pour se défendre, eh bien on fournit l'Ukraine en armes pour qu'elle puisse attaquer. Alors, on rappelle quand même qu'au départ, c'est quand même la Russie qui a envahi l'Ukraine, quand même si, bon, ça vient pas de nulle part, mais on va pas revenir sur les prémices de ce conflit qui date au moins de 2014, mais passons. L'idée, effectivement, est de dire que hier, notamment, une personnalité importante du gouvernement russe a dit concrètement qu'aujourd'hui, la Russie était en conflit avec le Royaume-Uni. Donc, tu vois, on cite des pays qui aujourd'hui ouvertement arment l'Ukraine, et donc évidemment, ça crée. On parlait tout à l'heure, on en parle à chaque fois de l'incertitude. Le marché n'aime pas ça, mais là, C'est on est exactement plus ça. dans l'incertitude. On est dans un climat de guerre mondiale potentielle. J'entendais encore récemment sur CNews un fin connaisseur de l'histoire et de la politique russe, lui-même russe, je saurais plus retrouver son nom, mais qui dit on n'est pas sur le conflit le plus grave depuis la guerre froide. On est sur le conflit le plus grave de tous les temps pour l'humanité. Donc pour lui, on est même à un niveau au-dessus en termes de danger que ce qui s'est passé à l'époque de la guerre froide. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de la guerre froide, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest se parlaient déjà. Donc il y avait des communications, il y avait des garde-fous, il y avait un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, vraisemblablement, ce ne serait plus le cas. Je finirai, je te laisserai poursuivre bien sûr, sur une déclaration de Poutine qui a dit qu'il était prêt tout à fait à entamer les pourparlers de paix, mais seulement avec Donald Trump. Donc en gros, il a tiré un trait sur l'administration Biden. Et donc en gros, on est dans un attentisme jusqu'au 20 janvier, donc l'investiture de Donald Trump. Et donc en gros, j'allais dire un peu vulgairement, on a 2 mois à serrer les fesses.
Avant C'est qu'ils se ça. parlent. Ça ne veut pas dire que c'est réglé, mais avant qu'ils se parlent. Et pendant 2 mois, il peut se passer évidemment, beaucoup de choses. Alors bon, ça alourdit évidemment l'ambiance du côté européen, on l'a dit. Et du côté crypto, visiblement, on s'en fout. Complètement. Complètement. Alors là, c'est 2 salles, 2 ambiances. Côté crypto, tout va bien. On est aux portes des 100 000 $. Alors, je suis en train de zioter un peu le marché pour voir si j'arrive pendant la chronique à annoncer les 100 000 $. Ça risque d'être un peu Moi, difficile. j'ai une alerte sur mon téléphone Ah voilà. parce que tout le monde attend que ça et je veux être l'un des premiers à le voir. Donc voilà, si ça arrive, ça va sonner. Donc pour l'instant, ça va. Ok, ok. Bon, on n'y est pas, mais voilà, bon, on est vraiment aux portes des 100 000 $. C'est une étape psychologique, donc on sait qu'on attend depuis 2021, qui est vraiment importante. Et puis pour la petite anecdote, quand je suis rentré dans la crypto en 2017, on avait cassé les 10 000 $. C'était déjà complètement fou. Et à l'époque, il y a un analyste d'une banque traditionnelle, alors je ne saurais plus dire quelle banque c'était, qui prédisait Bitcoin à 100 000 $. Et là, honnêtement, tout le monde dans la salle de marché rigolait en disant, mais enfin, le mec, il est devenu complètement fou, il s'est laissé porter par le FOMO. 10 000 $, c'est déjà complètement dingue. 100 000 $, ça paraît complètement fou. Bah écoute, voilà, on y est. On y est. Bravo à cet analyste. Absolument. Et alors, c'est drôle parce que quand tu retrouves des anciens articles euh, qui datent de 2014, par exemple, ou même de 2017, effectivement, on avait des personnes qui disaient Bitcoin pourrait atteindre les 100 000 $. D'ailleurs, attends, je crois que j'ai retrouvé un article du Point. Alors du coup, maintenant, est-ce qu'on doit traiter de fous ceux qui nous disent ça va atteindre 600 000, 700 Moi, 000, 1 j'ai entendu million? 13 millions, là, il n'y a pas longtemps. On ne peut plus rien Autour leur dire, quoi. de Michael Saylor. Bah, écoute, la discussion, elle est clairement aujourd'hui ouverte. Maintenant, il faudra toujours faire un calcul. Le prix tout seul, c'est ce que j'expliquais hier à un ami qui n'est pas du tout coiner et qui me disait ouais, mais en fait, Bitcoin, c'est la plus grosse des monnaies parce qu'elle vaut 100 000 $ bientôt. Je dis mais non, en fait, ça n'a rien à voir. Le prix de la crypto n'a rien à voir avec sa valorisation. Et ça, c'est important pour Exactement. celles et ceux qui nous écoutent. XRP vaut quelques centimes. Et pourtant, c'est l'une des plus grosses cryptos du monde en termes de valorisation. Donc, il faut faire attention entre le prix et le market cap, la valorisation de l'actif. En tout état de cause, il faudrait faire un calcul tout con. Si demain Bitcoin atteint 1 million de dollars, il faut multiplier par le nombre de coins en circulation, donc aux alentours de à peu près 19 millions, je crois, ou 20 millions. Enfin, on n'est pas loin Ouais, des. 20 millions par là, ouais. Voilà, donc fais ton calcul. Là, ça fait une. Et là, tu fais ton calcul. Là, tu arrives à une somme qui est absolument colossale. Mais comparé aux actifs totaux, que ce soit les actifs monétaires ou la somme de toutes les actions, etc., en fait, c'est pas impossible. S'il y a un arbitrage massif, j'en parlais ce matin, Cynthia Lummis, sénatrice américaine, qui appelle à vendre de l'or pour acheter du Bitcoin. Donc, si les acteurs économiques dans les années à venir viennent à arbitrer et à finalement préférer Bitcoin à d'autres classes d'actifs, en vrai, le potentiel, il est pas illimité parce qu'on a une quantité évidemment de valeur qui est limitée. Enfin, quoique, avec la planche à billets, en vérité, elle est quasiment plus limitée, mais bon, peu importe. Donc voilà, donc pour le coup, ta question est tout à fait légitime. On riait au nez de ceux qui parlaient de 100 000 il y a quelques années. Aujourd'hui, on ne peut plus rire au nez de ceux qui disent 1 million. Tu vois, c'est plus possible décemment. Exactement. C'est exactement ça. Donc bon, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite alors? Alors maintenant, comme on dit, hein, sky is the limit. On ne sait plus trop. Mais concrètement, je pense que le premier impact déjà va être un regain d'intérêt de la presse traditionnelle pour la crypto. Et donc du coup, cette même presse qui disait que Bitcoin était mort en 2023 pourrait revenir en force et attirer un flux de nouveaux investisseurs retail. Parce que comme on a vu ces derniers temps, c'est pas forcément les retail qui sont au rendez-vous. Et donc potentiellement, ça pourrait pousser les prix encore beaucoup plus haut, quoi. Alors, il y a deux éléments quand même. C'est les recherches Google, donc clairement retail. Et là, par contre, on a atteint un niveau très important à l'approche des 100 000 $. Donc, on voit quand même que le retail se réveille.
On voit aussi quand même de plus en plus, alors en France, mais je sais que c'est mondial évidemment, de plus en plus de publicité à la télévision, donc sur les chaînes TNT ou nationales, peu importe, de publicité notamment d'entreprises comme Bitpanda, etc. On a aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut considérer évidemment ça aussi comme un vecteur de communication massif auprès notamment des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Moi, j'ai plein de potes à moi qui me disent sur les réseaux, tout le monde dit achetez pas du Bitcoin, achetez du Solana. En fait, peu importe ce qu'ils vous disent d'acheter, en tout cas, ils vous parlent de crypto. Et donc, en fait, on a déjà et quand même cette prise de conscience. On a CNews cette semaine qui a parlé du Bitcoin qui dépasse les 90 000 $. Qui est une chaîne qui voilà, parle quasiment jamais de crypto-monnaie, ou alors elle en parle très mal. Donc quand même, on a des news qui sortent là-dessus. Et puis, dernier élément, on a je sais pas comment on a le taulier de la Banque de France. Je sais pas si on appelle ça le président ou bref, Villeroy voilà. de Gallo, oui. Voilà, exactement. Ce monsieur-là qui récemment a dit que Bitcoin est un actif risqué. Et en fait, c'est juste énorme parce que ça devient un actif. Alors, c'est plus juste un truc de geek ou un truc d'escroc ou un truc comme ça devient un actif risqué. Et en fait, il aurait pu dire la même chose d'une action, il aurait pu dire la même chose de n'importe quel contrat perpétuel. Voilà. Donc, pour le coup, on voit que ça commence à changer dans le wording. Et même, et j'ajoute à ça, et je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Alexandre Tchatchenko, j'ai du mal à prononcer son nom, dans lequel il nous fait une analyse assez intéressante d'un rapport qui a été remis par 2 parlementaires européens qui, il y a 1 an, disait que Bitcoin était mort et que c'était pourri et tout, et que maintenant, alors ils disent qu'effectivement, même si Bitcoin venait à ne pas mourir, même si Bitcoin venait à se développer, etc., ça créerait une inégalité entre ceux qui en ont et ceux qui en ont pas. Alors déjà, première nouvelle. Ouais, ça marche pour tout. Hein. Mais voilà, mais c'est-à-dire que même les pires opposants à Bitcoin commencent à se rendre à l'évidence, et je pense que le marqueur de tout ça, c'est Donald Trump. Oui. Oui. Mais les discours, le discours a toujours été très corrélé au prix, en tout cas jusqu'à maintenant. Tout le monde disait du bien de Bitcoin et de la crypto quand on était sur les all-time high, et puis dès que ça rebaisse, on nous dit que bon, bah, ça y est, c'est mort, en fait c'était un actif risqué, fallait pas y toucher, etc. Maintenant, ce que j'aimerais voir, alors là, on revient sur ces all-time high, on va toucher les 100 000, donc maintenant tout d'un coup, tout le monde trouve ça très bien, tout le monde trouve que c'est un actif de plus en plus légitime, etc. Ce qui sera intéressant de voir, ce sera au prochain Crypto Winter, de voir si ces gens-là continuent à dire que c'est un actif ou se remettent à dire ah ben non, finalement la crypto c'est mort, le Bitcoin c'est mort, ça n'existe plus. Mais je pense que peut-être que la crypto tiendra sa légitimité quand même pendant les winters, on continuera à appeler ça un actif et à dire bon bah il faut en rajouter, c'est le moment d'en remettre, et on ne dira plus c'est mort. Mais je pense que de plus en plus, il y a Bitcoin et tout le reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que le prix, concernant Bitcoin en tout cas, est devenu un élément, enfin, on va dire secondaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique pro-Bitcoin menée que souhaite mener en tout cas Trump, elle devient politique, géopolitique, elle devient monétaire, elle devient financière, et elle devient pas juste source de spéculation. Et alors moi, je vois aujourd'hui, je regarde beaucoup les informations et je suis un passionné de politique, et je vois à chaque fois qu'il parle de Trump, il parle pour l'instant de tout sauf de sa politique pro-crypto. Je parle dans les médias traditionnels. Même le département d'efficience économique qu'il a appelé le DOGE, je n'ai pas vu un seul média mainstream, alors je suis peut-être passé à côté, mais en tout cas de ce que je regarde, qui disent que ce département d'efficience économique cofondé par Donald Trump et un deuxième dont je ne me rappelle jamais du nom, mais peu importe, eh bien l'acronyme de ce département, c'est Doge, c'est-à-dire une référence à peine cachée à l'une des plus grosses crypto-monnaies aujourd'hui, etc. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que les médias, ils le savent. Enfin, je dis, c'est pas possible que moi je le sais et pas eux, tu vois. Eh bien, dans leurs éditos, dans leurs informations, ils se disent, bon, on va parler de tout, mais Bitcoin, crypto, tout ça, on attend un peu. Voilà, donc pour l'instant, hein, à chaque fois, j'entends la chronique jusqu'au bout et je me dis, bah, ils n'en ont pas parlé. Alors que c'est un élément qui est important. Récemment, Donald Trump qui dit qu'il va nommer un ancien président de la CFTC. La CFTC, c'est la SEC, mais des commodities. Donc des commodities, exactement.
en tant que tsar de la crypto à la Maison Blanche. La première fois qu'il y a vraiment un rôle officiel de la Maison Blanche autour de la crypto. On a le nouveau président de la SEC qui va être nommé. Tous les candidats, la shortlist de candidats potentiels sont soit une avocate pro-crypto, soit Ouais, ils sont l'ancien tous pro-crypto. chief legal officer de Robinhood. Enfin, c'est des personnes qui sont pro-crypto. Au Sénat, on a effectivement la plupart des républicains sont pro-crypto, la réserve stratégique en Bitcoin, enfin tout ça pour l'instant c'est quand même mis un peu de côté des médias mainstream. Donc tu as raison, il y a encore un potentiel énorme de ce qu'ils nous cachent aujourd'hui, entre guillemets. On verra où ça nous mènera. Si on fait un point du côté des altcoins, puisque je disais qu'il y avait une différence aujourd'hui entre Bitcoin et tout le reste, est-ce qu'il y a quand même des mouvements intéressants à noter du côté des altcoins? Or, Solana, dont on a parlé évidemment, qui vient là très récemment de toucher son plus haut niveau aux alentours des 260 $. Oui, complètement. Alors oui, il y a toujours des mouvements intéressants au niveau des altcoins. Donc, la semaine dernière, on a parlé des Gary-Gone trades. Et puis, on avait vu du nez, puisque il y a la démission du président de la Fed qui a été annoncée hier soir pour le 20 janvier. Résultat, on voit bien monter les tokens impactés par la Fed, comme le XRP, Uniswap, IMX et CRO. Donc ça, effectivement, je me rappelle qu'on en a parlé. Donc ça continue cette semaine encore. Hein. Ça continue cette semaine encore, ça a accéléré ce matin, et puis je pense que ça va continuer à accélérer. C'est-à-dire qu'en fait, sur ces 4 tokens, il y en a un qui est en procès, il y en a 3 autres qui ont reçu des Wells Notice de la Fed, et je pense que leur case devrait se fermer avec le départ de Gary. Ouais. On a vu aussi un certain pattern se répéter au niveau des Bitcoin forks, non? Oui, complètement. On en avait parlé ici aussi il y a quelques semaines. Les fameux Bitcoin forks qui surperforment presque systématiquement Bitcoin pendant les périodes de hausse. Ça s'est encore vérifié cette semaine. Donc, typiquement, c'est quoi? C'est Litecoin, Bitcoin Cash? Exactement. Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Litecoin et XEC, eCash. Alors, tu voulais également nous parler d'une découverte intéressante que tu as faite chez Aria. Donc, je rappelle, Aria, c'est une plateforme d'analyse et de notation de crypto que tu développes en ce moment, enfin qui est live, hein, mais que tu développes en ce moment. Alors, vas-y, tu veux nous en parler un petit peu? Alors, tout à fait, oui, complètement. Chez Aria, donc voilà, on est une agence de notation crypto que j'ai cofondée, et on note les tokens en fonction de leurs fondamentaux. Donc, la tokenomics, les risques de sécurité, l'adoption, etc. Et en fait, même si on ne fait pas de recommandations, on a remarqué une tendance intéressante cette année. C'est que les tokens les mieux notés, avec donc des fondamentaux solides, ont en moyenne augmenté de 50%, alors que les tokens les moins bien notés, même ceux avec des grosses market cap, ont perdu plus de 30% en moyenne sur l'année. Et ce, en pleine année bull run, en fait. Alors moi, ça m'intéresse ce que tu me dis, parce que on est quand même en meme coin season. Et les meme coins ont des... Alors, d'ailleurs, c'est intéressant cette discussion. Parce qu'en fait, la tokenomics des meme coins, en fait, c'est la meilleure. Elle est quasiment totalement décentralisée. Il y a juste une peut-être toute petite partie qui est achetée par le dev au début, mais sinon, à part ça, c'est complètement décentralisé. Il n'y a pas de VC, il n'y a pas de team, il n'y a pas de cliff, il n'y a pas de vesting. Voilà, donc là, on est peut-être sur de la tokenomics pure, on va dire. Alors, pas forcément pérenne, hein, évidemment, puisque c'est entre les mains de traders spéculateurs. Mais bon, après ça, tu choisis pas qui achète tes coins, après tout. C'est aussi ça la loi du marché. Et donc, ceux-là, effectivement, connaissent pour certains des envolées absolument magistrales. On l'a vu, là, les meme coins, ils ont surperformé le marché ces derniers temps avec le Doge. Il y a aussi eu des listings sur Coinbase, du PP, je crois, la grenouille. On a eu aussi le WIF. Du WIF. Ouais. Et puis, on voit évidemment sur Solana que le marché sur Pop.Fun prend une part très importante. Donc, on va dire que ça, c'est des tokenomics pour certains qui pourraient trouver saines, puisque il n'y a pas d'insiders. Il y a des insiders, attention, je n'ai pas dit ça. Mais en tout cas, il n'y a pas de VC qui s'apprête à dump sur la commu et tout ça. Mais qu'est-ce que ça dit comme évolution pour le marché? Tu penses qu'il gagne en maturité? Il s'intéresse de plus en plus aux tokenomics et peut-être un peu moins au hype et au marketing? Alors voilà, complètement. Alors, il n'y a pas que le côté tokenomics. Nous, ce qu'on prend, c'est on utilise plus de 35 métriques. On prend en compte les risques de sécurité. Est-ce que le code a été audité, la gouvernance, l'adoption.
Donc, si tu veux, effectivement, ces meme coins peuvent avoir une bonne tokenomics. Il y a plein d'autres métriques derrière sur lesquelles elles laguent, ce qui font que ce sont des actifs spéculatifs. Et en fait, ce que ça montre, que ceux qui sont bien notés sont montés et ceux qui sont mal notés ont baissé, c'est que les investisseurs, même sur les marchés crypto, font de plus en plus de recherches et privilégient les projets solides, en fait. C'est une preuve de l'institutionnalisation du marché dont on parle depuis le début de l'année. Et je pense que cette tendance va s'accentuer. Les projets solides vont attirer les fonds institutionnels et donc, du coup, leurs prix seront de plus en plus corrélés à leurs fondamentaux. Cela dit, je ne doute pas qu'il y aura toujours un marché pour les meme coins et les shitcoins, mais leur poids relatif pourrait diminuer face aux projets plus sérieux. Ok, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui croient dans des projets solides. Et d'ailleurs, on le voit là, une chose dont on n'a pas parlé ce matin, mais qui est importante quand même, hein, l'échéance d'un ETF Solana n'a jamais été aussi proche, puisque 3 gros gestionnaires d'actifs, 2 ont déposé un dossier et un troisième est sur les starting blocks. On parle de qui? On parle de Vanek et Bitwise, qui ont et 21 Shares aussi, qui ont déposé un dossier. Donc voilà, donc pour le coup, l'institutionnalisation passera aussi par la financiarisation des crypto-monnaies via les ETF. Écoute, merci beaucoup en tout cas, Jonathan, pour Merci ce à toi. du C'était un jour. plaisir, comme toujours. Plaisir partagé. Je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur l'ensemble des plateformes de podcast là dans les prochaines minutes, mais également vous pouvez retrouver l'émission en intégralité sur YouTube, mais vous pourrez également retrouver l'interview de Charles Guillemet, CTO de Ledger, dans la partie vidéo sur YouTube, mais également la chronique que nous venons de faire avec Jonathan, qui sera également isolée, comme ça, voilà, si c'est ça qui vous intéresse, et c'est peut-être plus facile à regarder des petites vidéos de 50, 30 minutes, 35 minutes, plutôt qu'une émission qui a duré déjà 2h11 ce matin. Donc voilà, donc c'est bientôt dispo sur YouTube, évidemment. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles émissions. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Mardi prochain, j'aurai le plaisir de recevoir Théo Maugenet, qui est un fin connaisseur de Bitcoin depuis très longtemps et qui est également membre de l'entreprise Bull Bitcoin qui arrive en France. Hein. C'est une plateforme d'échange canadienne à la base qui arrive en France. Donc ça va être une discussion très intéressante sur la place des échanges aujourd'hui. Et puis Arnaud également, mardi également, je recevrai Arnaud Toiti pour une chronique juridique. On va parler évidemment de l'approche de Mika, hein, qui n'a jamais été aussi proche, mais pas seulement. On parlera aussi de ce qu'on appelle la Travel Rule, qui, à partir du 31 décembre, vous obligera à déclarer à qui vous envoyez vos cryptos et de qui vous les recevez. Donc ça, on va en parler aussi. Et vendredi, je recevrai le cofondateur de Octo, qui est une solution gaming social sur Solana, qui performe aussi bien en termes d'adoption. Et on recevra évidemment Daniel d'Alira pour une session de crypto-théâtre qui s'annonce encore une fois épique. Merci encore, Jonathan. Je vous souhaite à toutes et toutes un bon week-end. Prenez soin de vous et à mardi prochain pour un nouveau numéro de GM Web3.